Comme c'est une tradition, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Le Talk Eco Business. Après la trêve, bien évidemment, nous revenons sur un nouveau numéro, c'est moi, pour revenir sur un projet dont on a déjà parlé, vous vous souviendrez, un projet qui a recueilli beaucoup d'avis de la part de nos internautes qui l'ont suivi particulièrement sur notre chaîne YouTube, mais désormais, en tout cas, vous le suivrez en direct sur nos canaux Héritage Radio-Télévision. Vous le savez, depuis un certain moment, le Congo a vécu l'une des plus belles périodes de sa vie politique, mais maintenant, l'heure est à la praxiste. Aujourd'hui, quels sont les voies, quels sont les moyens pour pouvoir permettre à ces Congos de jouer finalement pleinement son rôle? On dit souvent que c'est un pays catalyseur au niveau de l'Afrique, mais il lui faut une force économique et justement la parole aux technocrates qui certainement maîtrisent bien le secret pour pouvoir amener le Congo vers son apogée. Et aujourd'hui, on en parle, vous vous souviendrez du projet Nouvelle République démocratique du Congo. Bon, en fait, ce qui change, c'est juste nouvelle. Cette épithète-là, on se demande certainement pourquoi. Est-ce simplement dans la phase conceptuelle ou finalement dans le fond, il y a autant de choses qui changent finalement les contenus parce que le contenu République démocratique du Congo comporte beaucoup de problèmes et beaucoup de baies de cochon, permettez-moi de le dire ainsi. Alexandre Nchoué, vous le savez, plusieurs fois consultant dans des organismes internationaux, conseiller d'Augustin Matata Ponyo, à l'heure Premier ministre, aujourd'hui professeur d'économie à l'Université protestante au Congo, porteur finalement de ces grands projets. Il est avec nous ici. Je préfère commencer par là. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir, je le disais avant l'émission, qu'on déborde souvent quand on est ensemble, mais on va essayer d'être un peu plus orthodoxe aujourd'hui. La première des questions qui vient, vous savez, mettons-nous dans la peau de Congolais, c'est des gens qui sont devenus sceptiques avec le temps à cause de concepts creux et vides à l'intérieur. Mais s'il faut comprendre d'emblée, qu'est-ce que c'est la nouvelle République démocratique du Congo? Merci d'abord pour l'invitation que vous me lancez, parce que c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir m'exprimer devant mes frères et sœurs de la RDC pour échanger avec eux sur les questions de développement de notre pays, mais également les perspectives d'avenir, parce que nous avons un potentiel énorme de développement que nous n'arrivons pas à mettre en valeur jusque-là. Et c'est ce qui dérange beaucoup parce que le Congolais ne mérite pas de vivre ce qu'il vit actuellement. Les conditions de vie sont très difficiles, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, alors que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour être parmi les meilleurs dans ce monde. Et donc, ce faisant, je suis de ceux qui pensent qu'il est venu le temps pour nous d'arrêter de tourner autour du pot et de décoller et d'aller de l'avant. Et c'est ce qui, justement, justifie un renouveau dans la vie des Congolais. Et donc, le passage de la RDC à la nouvelle République démocratique du Congo suppose un changement, une transformation. Certains pourraient se dire, mais pourquoi un changement au niveau de l'appellation? Mais l'appellation donne l'identité d'une personne. Le Seigneur a demandé que le nom de Abraham devienne Abraham. Ce changement n'est pas vain, il a un contenu. Et quand nous parlons du passage de la RDC à la nouvelle République du Congo, ça suppose aussi un changement profond. Et donc cette transformation, lue à travers l'épithète nouveau, suppose beaucoup de changements. Un changement de l'homme congolais, qui est le principal acteur du progrès de cette société, un changement dans la classe dirigeante, parce que l'impulsion vient d'en haut, un changement dans la manière de gouverner le pays, parce que nous avons tout pour réussir, mais la gouvernance pose problème, un changement de modèle de développement économique, parce que l'économie est bel et bien présente, mais n'arrive pas à servir les intérêts du Congolais, un changement dans le cadre de vie du Congolais. Donc il y a lieu d'amener un ensemble de changements pour que le Congolais puisse se réjouir. Peut-être je vais faire rire. Pendant cette année finissante, j'ai dit à mes étudiants que les visages que nous avons ne sont pas ceux qui étaient destinés à nous, mais c'est le contexte de crise et de misère dans lequel nous vivons qui justifie ces visages. Peut-être que si le pays se développait et qu'on atteignait le niveau de développement des pays avancés comme USA, peut-être que les visages que nous avons vont changer positivement et devenir ce que Dieu aurait bien voulu que ça soit. Bon, dans ce cas, on accuserait le pays d'entraîner le vieillissement de la population. Certains vont le comprendre dans ce sens-là. Mais là n'est pas la question. Parce que vous nous avez parlé d'un changement au niveau même de l'appellation. Vous pensez qu'il y a des implications peut-être, je dirais, spirituelles, que vous n'avez pas dit peut-être directement. Mais dans le fond, le Congo, vous venez de le dire, ne souffre pas de problèmes de politique, de stratégie et autres. Mais la première des questions, c'est quel est l'ancrage d'Alexandre Nchoué pour pouvoir, à lui tout seul, imposer sa vision à plus
de 70 millions d'habitants? Je n'impose pas une vision, je partage une vision avec mes frères et sœurs parce que le Congo, c'est un bien public qui nous appartient à nous tous. Riches ou pauvres, hommes ou femmes, grands ou petits, gouvernants ou gouvernés, quand nous sommes Congolais, c'est que le pays nous appartient, nous avons des droits sur ce pays. Et donc, ce que je partage, c'est une pensée avec mes frères et sœurs pour notre intérêt collectif et mutuel. Parce qu'il serait de mon avantage que de voir mon frère, ma sœur prospérer, parce que si eux prospèrent, ils créent autour de moi un environnement de prospérité qui fera que moi-même je peux aussi prospérer par la suite. Mais si la situation n'est pas positive pour mes frères et sœurs, je ne trouve pas de raison pour moi de jaser ou de rigoler. J'ai besoin de voir ce pays décoller et j'ai besoin de voir les Congolais vivre heureux. D'où le partage d'idées. Mais je pense que cette idée va accrocher plus d'une personne parce que les idées que je défends répondent aux problèmes et aux préoccupations réellement vécues dans ce pays. Il y a un problème d'homme, un problème de comportement de l'homme. Et quand l'homme est malade, la conduite d'action de l'homme pose problème. Les stratégies souffrent aussi parce que les hommes ne les conçoivent pas comme il se doit. Faute d'orientation mentale, faute de sérénité dans ce que nous devons voir pour le lendemain, faute d'approche, faute de capacité technique aussi. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à développer en eux la volonté d'aider le pays à aller de l'avant. Mais lorsque la personne a la volonté mais n'a pas la connaissance, ça pose problème. Et la parole de Dieu nous dit que à la fois, il faut ajouter la connaissance. Donc je pense qu'il y a des problèmes fondamentaux qu'il faut régler, mais ce n'est pas impossible. Le mot impossible, il faut le bannir du discours. Parce que ce que la Chine est aujourd'hui, ce n'est pas ce que la Chine était en 84. On notait qu'en 84, la Chine avait pratiquement le même niveau des ventes que nous avons en RDC. Mais qu'est-ce qui justifie ce changement? Une prise de conscience, un engagement massif et collectif dans la discipline pour améliorer le cours des choses. Et voici que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. On allait directement entrer dans les aspects techniques, mais une question quand même avant de pouvoir y aller. Vous parlez ici, vous mettez en exergue l'aspect humain. Vous parlez que le Congo a un problème d'homme. Mais quand on regarde le programme de la Nouvelle République démocratique du Congo, c'est plus un tableau de bord économique qui relève les différentes politiques économiques à mettre en place pour pouvoir justement permettre à la RDC économiquement de s'offrir le moyen de sa politique, mais nullement, ou peut-être de façon très moindre, on parle de la dimension culturelle dans ces projets pour pouvoir suffisamment instruire l'homme à sa nouvelle vie. Nous avons dans le document énoncé au départ 3 principes que nous estimons être des principes sacro-saints, principes qui devraient conduire ou piloter l'action en RDC. Et les principes sont les suivants. Premier principe, le pays appartient à tous les Congolais. Et par le fait que l'on soit Congolais, on a donc des droits sur ce pays. Mais pour mieux jouir de ces droits, il faut arriver à accomplir de manière digne et responsable les devoirs que nous avons vis-à-vis du pays. Ça, c'est un premier principe. Deuxième chose, tous les Congolais sont égaux vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des perspectives du pays. Et donc, ils sont appelés tous à prononcer un discours sur le devenir du pays et à intervenir quant à ceux. Et enfin, pour finir, troisième principe, c'est que les décideurs, parce que devenir décideur, c'est rien du tout. Tout le monde peut être nommé ou voté, mais il faut noter que le décideur est au service du peuple congolais. De ces 3 principes, ils doivent piloter la marche du pays vers le progrès et vers le développement. Et la question de la culture intervient à ce niveau parce qu'il faudrait justement que l'homme se remette en cause. Comprendre que je suis congolais, et j'ai des droits sur ce pays, mais pour mieux jouir de mes droits, il faut que j'arrive d'abord à mieux accomplir mes devoirs. C'est un changement de l'homme. Et pour mieux accomplir les devoirs, il faut que je me prépare. D'où le changement culturel, l'investissement dans l'homme, dans le capital humain, un élément fondamental. J'ai fait mention tout à l'heure là de la qualité de la gouvernance. Un bon gouvernant, c'est qui? C'est celui qui comprend que ce pays ne m'appartient pas, mais je suis plutôt un serviteur. Et je sers la cause collective des Congolais. Et en ayant cette façon de voir les choses, donc, on évite de se faire un homme trop important, se faire Dieu, entre guillemets, et constamment on se remet en cause et on cherche à apporter des réponses aux problèmes des autres, aux problèmes des Congolais. C'est là qu'on devient un grand homme. Et nous avons fait remarquer que tous avons des droits sur le pays, comme pour dire que les lois de la République
ne doivent pas être taillées sur mesure en fonction du visage de X, de Y, mais plutôt en fonction des exigences. Elles ont toujours été impersonnelles, ça c'est sûr. Dans une certaine mesure, oui, mais dans la pratique, non. Et donc, il y a un problème, et c'est ce qui dérange. L'histoire nous a beaucoup renseigné. Mobutu a commencé son action ici, on a chanté, on a dansé pour lui, on lui a promis 100 ans de pouvoir, mais après 32 ans, on s'est lassé, n'est-ce pas? Kabila Père est arrivé, Mouzé, oui, et tout ça. Après, il y a eu des problèmes. Le président Joseph a fait son temps, Raïs, mais les mêmes personnes ont critiqué. Aujourd'hui, le président Félix est là. Les gens applaudissent, béton, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que les fonctions d'État doivent être utilisées pour servir la bonne cause du peuple. Et c'est à ce niveau-là que ça dérange. Alors, parlons maintenant de ces projets Nouvelle République démocratique du Congo, parce que pour ceux qui nous suivent, c'est un projet déjà bien ficelé, que celui qui en veut. Je fais remarquer au professeur Alexandre Choué que sur la toile, le moteur de recharge, il est difficile de pouvoir le retrouver. C'est le travail qu'il faudra peut-être faire. Mais vous pouvez aller sur notre chaîne Spin. Vous retrouverez l'émission avec l'affichage de différentes phases de ces projets. Facilement, vous pouvez vous retrouver. Mais quand il s'agit de ces projets-là, prenons d'abord l'aspect économique. Il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir une fois, il m'a dit « J'ai jamais compris comment ». Je cite, Augustin Matata Pogno a quand même réussi à recadrer les lignes budgétaires congolais sont bien touchées, le fondement dans les agrégats qui en font la force. Quels sont pour avoir vécu cette période-là, quels sont les éléments de force que vous apportez qui feront en sorte que nous puissions vivre différemment ces nouvelles républiques démocratiques du Congo que ce qu'on a déjà vécu dans le passé? J'ai insisté sur l'homme, pour dire que tout part de l'homme. L'homme est l'acteur principal. Si l'homme a une nouvelle orientation mentale, l'homme se remet en cause. Il sait que je ne suis pas un dieu mais un homme et que je suis appelé à servir la collectivité et que mon bien-être dépend du bien-être de l'ensemble de la collectivité. Il va s'ajuster par son comportement. Et ce changement de comportement de l'homme conduira à une nouvelle attitude de la société et ça impactera sur le mode de gouvernance. Les progrès que Matata a réalisés en étant Premier ministre ont été justifiés par la discipline de l'homme dans son travail, le sérieux imprimé dans le travail. Et si, à différents niveaux de prise de décision en RDC, il y avait de la rigueur, de la discipline et de la sérénité, je pense qu'on aurait eu des résultats encore plus importants. Mais c'est parce que justement, il a été buté à plusieurs difficultés, notamment certains de ses collaborateurs au niveau de l'institution qui n'arrivent pas à accompagner comme il se doit son action. Et de ce qui fait qu'il y a eu des éléments de pesanteur qui ont limité la portée de l'action. Mais c'est pour dire qu'il est possible de faire quelque chose, de changer le cours des choses, mais tout dépend de la manière d'aborder. L'intelligence, oui, la discipline, la manière d'aborder, l'approche même. Tous ces éléments doivent être mis ensemble pour arriver à cela. C'est là que nous pensons qu'avec notre projet de Nouvelle République du Congo, si l'homme congolais change totalement sa façon de voir, de faire, de procéder, on peut arriver à un changement fondamental de la conduite des politiques publiques et un changement fondamental de la marche de la société, notamment notre économie, et ce qui n'aura que des conséquences positives sur le niveau de revenu des personnes, les conditions de vie, le cadre dans lequel vivent les Congolais et donc le bien-être social au finish. Et c'est possible, mais tout doit se jouer à travers l'homme, son comportement, sa façon de voir et de faire les choses. Voilà. Parlons maintenant de l'aspect économique. Quels sont les grands axes pour pouvoir s'offrir le moyen de cette nouvelle politique qui engage autant de réformes, si ce n'est sur le plan culturel, mais également sur le plan politique, particulièrement je mets l'accent sur le plan administratif. Quels sont les axes sur lesquels, les leviers par où il faut commencer pour pouvoir bien commencer ce projet? Avant peut-être de vous répondre, je ferais remarquer que le développement, c'est un progrès intégral de l'homme dans toutes les dimensions de sa vie. Et ça touche à la fois des questions d'ordre démographique, des questions socio-culturelles, politiques, économiques, environnementales et plusieurs autres questions. Et donc c'est un tout. On ne peut pas dissocier l'économie de la politique parce que ceux qui gouvernent font de la politique. Et la politique définit le cadre dans lequel l'économie fonctionne. Donc il y a lieu de faire un matching entre le fonctionnement de l'économie et la conduite des politiques d'ensemble dans le pays. Et dans notre projet justement de la Nouvelle République du Congo, il y a cette dimension-là de normalisation des situations politiques, sécuritaires, de renforcement des institutions de la République et d'amélioration de la gouvernance. Et nous avons également évoqué les questions de la gouvernance
administrative. Parce qu'on ne peut pas penser développement avec un gouvernement faible. Or, la force d'un gouvernement dépend de la manière de définir, de conduire les politiques. Et la conduite est conditionnée par le bon fonctionnement de l'administration publique. Raison pour laquelle nous faisons également des réformes administratives, des éléments clés de notre stratégie de développement au niveau de la RDC. Donc, il ne faudrait pas croire que le projet est purement économique. Il y a d'abord cette dimension politique qu'il faut régler. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'on a besoin d'avoir des hommes nouveaux, un renouvellement de la classe politique. Je viens en politique pas parce que je cherche à m'enrichir sur le dos du peuple, mais je viens parce que j'ai compris que mes frères et sœurs ont besoin de vivre des conditions de vie meilleures. Et pour ça, il faut que je sois leur avocat, que je défende leurs intérêts à travers des actions bien pensées et réfléchies. Là, je deviens un acteur. Le président Kabila avait dit à l'époque qu'en RDC, il y a plus de policiers que d'hommes d'État. Et donc, notre classe politique doit changer. On devrait avoir plus d'hommes d'État que de politiciens qui viennent raconter des histoires au peuple ou faire des promesses sans contenu à la population. On a besoin de gens qui pensent, qui réfléchissent sur les problèmes du pays, qui apportent des solutions idoines et qui définissent en eux un comportement nouveau, un comportement qui amène justement à cette transformation, à ces résultats tant attendus par la population. Voilà. J'aurais dû vous couper, mais je me suis quand même permis de vous laisser aller jusqu'au bout. Bien qu'on évoquera l'aspect politique, que dans le projet, on évoque exactement cet ensemble-là, j'appelle comme ça cette trilogie, oui, qui est, en tout cas, je dirais, la condition sine qua non pour réussir. Logique, oui. Maintenant, restons sur le plan économique d'abord, parce que quand les gens vous voient, non seulement qu'ils voient les chiffres, mais ils veulent savoir exactement, au-delà des discours politiques, dans la pratique, surtout sur les questions économiques où la RDC doit normalement pouvoir répondre, je l'ai bien dit, avoir le moyen pour sa politique. Comment faire aujourd'hui? Je prends un exemple, et si vous voulez que je sois un peu plus précis, il y a un problème, c'est que depuis, avec cet élan de démocratie, la période électorale est la période où l'illusion se vend le plus. On a entendu ici discours, budget, des ça et là et autres, alors que pour pouvoir mobiliser le moyen, cela passe par de mécanismes bien connus. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est vrai qu'Alexandre Soué n'attend pas de devenir président de la République pour que cette vision s'applique. Il met cette vision à la disposition de Congolais et que même le président Félix Tshisekedi, s'il en veut, peut consulter et l'appliquer. Alors, en tant que technicien maintenant, sur les lignes, les leviers économiques, quels sont les grands axes sur lesquels il faut bouger pour que le Congo retrouve d'abord sa force économique avant qu'on passe dans le dossier politique et les autres aspects du projet? Merci, c'est une question intéressante et pertinente. Il faudrait relancer la croissance économique parce que nous avons un potentiel de production énorme mais qui n'est pas mis en valeur et transformer fondamentalement notre modèle de production, notre modèle économique. Et comment ça? C'est justement en mettant en valeur tout ce que nous avons comme avantage comparatif, en utilisant différents atouts qui nous sont donnés naturellement par Dieu, notamment les ressources naturelles, même les hommes que nous avons, c'est une richesse. Du reste, la principale richesse pour moi, c'est l'homme. Et donc, il est possible d'utiliser tout ce que nous avons comme atout pour aider ce pays à décoller. Et pour ça, il faut faire des réformes dans notre façon de penser, organiser et faire fonctionner notre économie. Parce qu'il y a certains éléments de potentialité qui sont là, qui peuvent être très stratégiques pour nous, mais qui ne sont pas mis en valeur. Je vais aller de manière concrète, puisque c'est ce que vous avez demandé. Je vous donne un élément simple. Première information que je vous donne, c'est que la RDC regorge à elle seule 53% des sources d'eau douce d'Afrique. Et aujourd'hui, quand vous regardez la carte du continent, vous remarquez que le désert au nord est en train de se passer vers le bas et le désert au sud est en train de remonter. Tout se recentre sur la RDC. Or, un musicien célèbre de la RDC, Koffi Olomide, pour ne pas le citer, dit que l'eau est au centre de la vie de l'homme. Sans eau, on ne peut pas se laver. Sans eau, on a du mal à préparer. Sans eau, on ne peut pas nettoyer nos habits. Bref, l'eau est importante pour la vie de l'homme. Et nous avons cette ressource. Mais que faisons-nous de l'eau? Il y a quelques jours ici, certaines pluies ont eu à faire des dégâts en RDC. Mais si on avait une politique de production de l'eau, on n'aurait pas connu ça. Alors, je vais de manière concrète, c'est quoi? C'est que pour moi, aujourd'hui, dans le secteur de l'eau, je propose que l'on puisse développer toute une industrie de production de l'eau en construisant, dans le cadre d'un programme public, des citernes qui vont recueillir les eaux de pluie sur l'ensemble du territoire national.
Ce qui fait que les eaux de pluie n'auront plus d'effet dévastateur comme nous les connaissons actuellement. L'eau sera recueillie à travers des citernes qui seront construites. Donc là, il y aura un programme d'investissement public qui va bouger l'économie. On va donc engager des Congolais pour faire ce travail. Après que l'eau ait été recueillie, on va traiter l'eau dans les centres d'épuration. Une autre activité économique qu'on crée. Et cette eau sera exportée. Donc il y aura quoi? Il y aura lieu de construire des pipelines pour exporter l'eau vers les pays demandeurs. Imaginez un peu ce que ça fait comme point d'ancrage pour pousser l'économie à aller d'avant. Et les pays qui vont recevoir l'eau de la RDC vont nous payer de l'argent. Il y aura rentrée, n'est-ce pas, de devises dans le pays. Mais il y aura aussi une certaine influence stratégique de la RDC sur ces pays parce que dorénavant, pour avoir accès à l'eau en permanence et en quantité suffisante, nous dépendons de la RDC. Ça veut dire que lors des réunions ou des forums internationaux, lorsque le président de la RDC ou le premier ministre congolais va prendre la parole, ces pays vont faire quoi? Vont suivre avec attention. Et même leurs prises de position seront peut-être alignées sur la position du président de la RDC, vu l'importance stratégique de la RDC au niveau de la région. Ça, c'est un élément. Et ça touche l'économie bleue. Et donc, change de paradigme au niveau du monde de notre économie. Autre chose, nous avons la forêt. Est-ce que nous arrivons à exploiter tout ce que nous avons comme potentialité au niveau de forêt? La plupart des forêts sont aujourd'hui classées patrimoine de l'UNESCO. Oui, exploiter la forêt, ça suppose quoi? Ça ne suppose pas abattre les arbres. Mais il y a des plantes médicinales qui ne sont pas exploitées à bon escient dans ce pays. Mais nous sommes congolais, il y a une plante Congo Bololo qu'on utilise des fois pour soigner contre le paludisme, des fois contre des problèmes de peau, des maux de ventre. La même plante, le même produit arrive à guérir 3 maladies, 4 maladies à la fois. Le Moringa fait mieux que le Congo Bololo sur ces terrains-là. Alors, justement, on en vient là, sur cette question de la gouvernance. Mais avant qu'on touche la question de la gouvernance, j'aimerais ici évoquer un élément essentiel que vous avez soulevé dans le projet. C'est la politique monétaire de la RDC. Cette politique a connu quelques réformes jusque-là. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, si on donne dans la nouvelle République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous, particulièrement Alexandre Choué, reproche à cette banque centrale dans sa configuration actuelle que vous estimez qu'il empêche à cette banque de pouvoir appliquer les choses en faveur du développement de la République ou encore assurer une bonne politique monétaire, qui s'explique d'ailleurs par la faiblesse ou encore par les insuffisances de sa monnaie sur le plan national seulement? Effectivement, la mémoire joue pour beaucoup dans le fonctionnement d'une économie. Et nous avons connu plusieurs problèmes économiques et monétaires qui, autrefois, ont assombri, je dirais, plus ou moins notre façon de voir la monnaie nationale. Et c'est une réalité, il faut faire avec. Mais la monnaie se fonde sur la confiance. Il faudrait que la gouvernance de la Banque centrale soit améliorée pour que l'on reconstitue la confiance du peuple ou de la population vis-à-vis de la monnaie nationale. Et ça demande un changement d'attitude au niveau de plusieurs secteurs d'intervention. Il y a certaines choses qui ont été faites autrefois qui dérangent. Je n'entrerai pas dans les détails, je n'ai pas accusé qui que ce soit, mais je suis de ceux qui regardent dans le futur pour aller de l'avant. Mais notez que la Banque centrale, en tant que patron du secteur monétaire et financier, est appelée à assurer la supervision au niveau du secteur financier. Tout récemment ici, il y a certaines institutions financières qui sont tombées, notamment la BIAC, Mécré, Fibank, Imara. Mais moi, j'étais invité à la radio à l'époque, je crois que c'était Radio Okapi. Et lors de l'émission, on a évoqué cette question-là. Et j'ai fait remarquer que les indicateurs de ces institutions financières étaient au rouge. Et ça annonçait donc une crise. J'ai été contredit à l'époque par un DG de la Banque centrale. Il me contredit aujourd'hui, une semaine après, une institution tombe. La question de la BIAC a été évoquée à l'époque. On n'a pas pris le soin de suivre ça avec précaution. À l'époque, déjà quand nous étions encore à la primature, on avait suggéré que la question de la BIAC soit traitée avec beaucoup de responsabilité. Mais on nous avait proposé un refinancement de la Banque centrale, par la Banque centrale, qui n'a pas donné lieu au résultat. Ce qu'on avait proposé il y a 3 ans, 4 ans passés, on propose ça aujourd'hui. Vous comprenez un peu ça, ce décalage. Donc on avait refusé nos propositions, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais celle de liquider, de voir comment
relancer, redonner la BIAC avec un nouveau acquéreur ou encore de nouveaux acquéreurs pour redonner et non pas ramener la banque, la BIAC au guichet de refinancement parce que ce sont des facilités de court terme alors que le problème était un problème structurel. Donc là, ça montre qu'il y a un problème de gouvernance du secteur financier en RDC. Et la Banque centrale doit changer à ce niveau-là. Par exemple, il arrive des moments où la Banque centrale n'arrivait pas à rapatrier ce genre de devises. Et on a posé le problème parce que nous avons fait remarquer que la loi dispose que la Banque centrale doit suivre surtout les miniers dans le rapatriement, mais ça ne se faisait pas. On a parlé de ça à l'époque, mais aujourd'hui, ce que nous avons dit il y a 4 années passées, on le dit. C'est pour dire qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Il arrive des fois que les réserves de la Banque centrale baissent rapidement. Et quand vous entrez dans les détails, vous ne trouvez pas des frères et sœurs qui expliquent cela. Alors qu'on parle de la dédollation de l'économie congolaise. Mais c'est un processus qui demande un changement de comportement des acteurs, notamment au niveau de la banque aussi. Comment est-ce qu'on consomme les devises et comment est-ce qu'on gère ces devises-là? Il y a beaucoup de problèmes. Et même, il fut une époque où les mécanismes de création monétaire ont posé problème. La loi dispose aujourd'hui qu'on ne peut pas recourir aux avances à la Banque centrale, n'est-ce pas, pour financer les publics. Mais ça n'a pas été fait tout récemment. J'ai suivi une fois, il y avait une réunion. Oui. Voilà, donc c'est en violation des dispositions légales. Donc, il faut dire qu'il faut faire des lois et rester serein vis-à-vis de ces lois, les respecter et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer fondamentalement nos attitudes pour garantir la stabilité et aider le pays à aller de l'avant. Donc voilà, il y a des éléments qui demandent qu'il y ait des changements majeurs au niveau de la conduite de la politique monétaire, au niveau de la Banque centrale. Même les analyses, on doit les renforcer. Je m'excuse, mais c'est mon pays, j'aime mon pays et je dois le dire. Regardez les rapports produits par le Fonds monétaire, par la Banque mondiale, par d'autres banques centrales et ce que produit notre Banque centrale. Non, il y a un décalage. On veut le dire, voilà, on a augmenté la masse monétaire de 10%, de 15%. Mais non, pourquoi on a augmenté? Les analyses sont très limitées. Les projections, les conjectures posent problème dans ces documents. Ils sont peu éloquents, peu prospectifs, ça dérange. Il faut changer. En tout cas, moi, vous avez la Banque centrale. Je pense que, le choix, pour des raisons d'objectifs communicationnels, il faudrait forcément étaler à la population les différents mécanismes, encore parler de ces conjonctures qui concourent à cela, ou c'est les finalités qui intéresseraient peut-être? Il faut expliquer les enchaînements pour que les gens comprennent là où il y a le problème. Et quand vous posez aussi vos solutions, on sait apprécier. Mais pas aux citoyens lambda, ça il faut le dire. Peut-être qu'il y a encore certains, vous le savez, que beaucoup reprochaient à Augustin Matata Ponyo dans son élan de vouloir rendre compte à la population, mais qui parfois trop technique, les gens ne comprenaient pratiquement rien. C'est pas ça le problème. Il faut rendre compte à la population, c'est un devoir. La redevabilité est un devoir pour les gouvernants. L'approche simple, c'est d'exposer les finalités. Et celui qui a besoin des différents enchaînements, n'a que le voir dans Mais dans d'autres pays, le rapport de la Banque centrale parle. Pourquoi ça ne parlerait pas? C'est une limite du point de vue analyse. Je vous ai fait remarquer que les ratios des certaines institutions ont montré qu'il y avait un malaise profond. Mais j'ai été contredit à la télévision ou à la radio par un DG de la Banque centrale. Et quelques temps après, le problème est arrivé. Pour raison d'éthique, un DG anticipativement ne parle pas de la faillite d'une entreprise publique à l'antenne, à la radio. Non, 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 non. C'est pas une question. Vous pouvez le dire à l'époque parce mais à la limite, gardez votre silence parce que quand les faits se sont produits, les gens qui ont suivi, ils vont dire quoi? Vous savez comme moi que le silence est un langage, est un métalangage. Oui, non, mais juste ici. Qui laisse libre cours des interprétations. Bon, Alexandre, je ne sais pas si vous dites que voilà, les indicateurs de telle institution posent problème et la Banque centrale, en tant qu'autorité, devrait prendre des mesures pour encadrer ou sinon rappeler ces actions à l'ordre. Vous passez pour me contredire, une semaine après, l'action tombe. Et ça, c'est tombé. Mais les conséquences, une personne qui a épargné pendant autant d'années 10 000, 15 000, 20 000 $, et qui n'arrive plus à accéder à son argent, qui se trouve dans les livres de cette banque-là, cette institution financière, mais qui voit sa femme malade, qui ne sait pas l'amener à l'hôpital, amener ses enfants à l'école, parce qu'il n'arrive pas à couvrir. Vous voyez, ce sont des conséquences fâcheuses. C'est pour dire qu'il faut être sérieux dans la gouvernance. Quand on n'est pas sérieux, c'est le peuple qui paye la facture. Avec les fonctions que nous occupons, nous avons des salaires, des facilités, nous vivons bien, mais le peuple, mais qui sommes-nous finalement? On est dirigeants pour nous-mêmes ou dirigeants pour le peuple? C'est ça la nouvelle République. Nous voulons des dirigeants pour le peuple, des gens qui prennent des décisions pour le peuple, qui agissent pour le peuple. En 2017, ici, il y a eu un problème de contrefaçon des billets de 5 000 francs. Qui a été sanctionné? Qui a été sanctionné pour cette histoire-là? Qui a conduit à
Une perte de confiance sur le marché, c'est La perte de confiance, les billets oui, de 5 000 francs, est-ce qu'on utilise? On est retombé dans le zonage monétaire où le billet de 5 000 ne sont pas utilisés à Lubumbashi, Kinshasa. Lubumbashi, c'est libre je cours, on utilise le 5 000. On utilise les 5 000 francs, mais un collègue avec qui a été là-bas, on lui a remis un billet de 5 000 francs, il a demandé qu'on lui donne des billets de 1 000 francs parce qu'en rentrant à Kinshasa, il ne pourra pas utiliser. Mais c'est un problème. Et personne n'a été sanctionné, cher ami. Comment on peut aider un pays à devenir sérieux avec telle pratique? Il faut sanctionner. Quand on punit un enfant, ça ne veut dire qu'on ne l'aime pas. Qui aime bien, châtie bien. Il faut sanctionner pour corriger. C'est pour l'intérêt du peuple. On est président pour les Congolais. On est premier ministre des Congolais, ministre des Congolais. Parlement, on parle au nom du peuple. On est DG d'entreprise des Congolais. Travaillons pour le peuple. Travaillons pour le peuple. Alors, cette fois, on avait décidé d'être rationnel. Ce qui a été très intéressant pour la plupart des gens qui ont lu le projet, dont le message sont parvenus par le commentaire sur la page, c'était l'explication profonde, justement, le cheminement d'un élément essentiel que vous avez dans le projet, le zone de développement. Merci. Alors, oui, la RDC, c'est un pays continent. Oui. Le pays est tellement vaste qu'on ne peut pas aborder la mesure des problèmes des vents que nous avons en RDC comme le feraient des petits pays comme, excusez-moi, de point de vue de superficie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Congo-Brazzaville. La RDC, c'est un continent. Et donc, vu la dimension du pays, nous avons pensé qu'il serait important d'utiliser une approche en termes de région de développement. Et pour moi, je pense qu'il faudrait créer 7 régions de développement que j'appelle points lumineux de développement, PLD. Et au niveau de ces différents points lumineux, qu'est-ce qu'on fait? On construit en fait un ensemble, un paquet d'infrastructures qui pourraient stimuler le progrès économique et social. Il y a des coins de la RDC où il y a un énorme potentiel de développement économique, mais qui n'est pas libéré parce qu'il y a un problème d'infrastructure. Imaginez si aujourd'hui, on arrive à amener l'énergie, l'électricité, l'eau. On arrive à construire des infrastructures de transport. On arrive à construire un cadre favorable à l'épanouissement intellectuel de l'homme congolais, à sa santé, et que ces différents points sont interconnectés par des routes, autoroutes, voies ferrées, tout ce que vous voulez, et aéroports modernes. Mais ce n'est pas un élément qui va booster. Sincèrement, si aujourd'hui, moi, le président de la République me pose la question, je lui dirais, Excellence, c'est ça la solution. Oui, mais la crainte, c'est la question de, comment dirais-je, cette forme d'enclavement. Parce que vous savez, le développement attire. Mais justement, est-ce que le Congo souffre déjà de ces problèmes-là? Il y a cette forte concentration à Kinshasa. Il y a un problème d'enclavement. C'est semblant de développement qui se manifeste. Il y a un problème d'enclavement et il y a un problème de déséquilibre. Est-ce que c'est pas l'occasion de vider le village environnant? Non, bien au contraire, on va créer des zones de développement partout dans la République. J'ai évoqué 7 zones. Donc, dans la partie ancienne province de l'Équateur, ancienne province orientale, le Grand Katanga, le Grand Kasaï, le Congo central ici, partie Bandundu. Imaginez un peu. Et toutes ces régions-là sont reliées par route. On peut se déplacer en route dans toute la République. Imaginez un peu l'impact que cela aura sur l'économie. Imaginez qu'on peut quitter Kinshasa pour aller en Équateur, ou l'ancienne province d'Équateur, en route. Mais tout le long de la route, ça suppose quoi? Qu'il y aura besoin de faire quoi? D'avoir des stations, n'est-ce pas? Pour desservir en carburant les automobilistes. Il y aura des points où il faudrait s'arrêter pour manger, pour avoir des unités de connexion. Donc, on va créer une dynamique de développement, une impulsion de progrès. Et certaines zones qui autrefois n'étaient pas exploitées alors que contenant des ressources naturelles importantes peuvent maintenant s'ouvrir à l'exploitation. L'investissement va y aller. On va créer des emplois, des richesses et donc le pays va décoller et le bien-être va s'installer. On quitte l'Équateur pour aller vers le Bandundu en route, voiture. Équateur, Bandundu, Kasaï, Katanga. Mais imaginez un peu ce que ça va faire comme élément d'impulsion. Et je parle d'infrastructures économiques et sociales. Mais imaginez dans ces points lumineux, on a des collèges, des lycées modernes, avec des capacités d'accueil meilleures, avec des infrastructures dignes de l'éducation en RDC au XXIe siècle. Imaginez les impacts que ça aura sur l'éducation, la santé, le capital humain, le potentiel de production, le potentiel de développement de la RDC. C'est ça la clé. En faisant ça, je vous dis, le pays ne peut que se développer. Même si les gens ne croient pas, je crois qu'en mettant en œuvre ce projet, on va booster les choses. Et c'est un projet qui se fonde sur la construction des infrastructures. Mais il y a une main-d'œuvre ici qui n'est pas exploitée. Mais ce sera l'occasion de l'utiliser, de l'exploiter pour décoller. En tout cas, je vends cette idée-là. Et je pense que si on la met en œuvre de manière sérieuse, ça va aller.
Mais la question aussi avec ces points lumineux, c'est que aujourd'hui avec le découpage, j'aime le dire comme ça parce qu'au niveau de la décentralisation, politiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'idée, c'était justement de développer au niveau de la base. Mais avec cela, il y a je dirais, ces régionalismes pousseraient à établir une certaine responsabilité dans la gestion de ces points lumineux. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir maintenir, au-delà de la question de construire, on se pose la question de savoir comment maintenir ces points lumineux, le financement via comment, et la gestion au quotidien, comment ça se passe? Oui, c'est une question qui se pose, mais en fait, en réalité, ce n'est pas un problème. Vous savez, le mot impossible, je ne l'aime pas. Parce que Dieu, d'abord, parce que je dois le dire tout haut devant tout le monde, tout part de Dieu. Je crois en Dieu et j'estime que sans Dieu, nous ne pouvons rien pour ce pays. Et Dieu a montré qu'il peut changer les situations de tristesse en joie. Il a séparé les eaux de la mer pour que le peuple d'Israël passe. Il n'a pas changé. Il peut faire quelque chose pour ce pays parce que beaucoup de gens prient. Il y a des grands hommes de Dieu ici qui prêchent la parole avec ferveur. Et je pense que ces hommes-là, les pasteurs Roland Dallot, Silas, sont des hommes intelligents qui sont au service de Dieu vivant. Et avec ces gens-là, on peut développer ce pays. Donc, le mot impossible n'est pas du vocabulaire de Dieu. Et moi aussi, je crois que ce n'est pas du vocabulaire des Congolais. Parce qu'on peut trouver une réponse à tout problème. Comme pour dire qu'on peut trouver une formule de gestion de ces PLD pour servir la cause des Congolais. Les gouverneurs de province vont gérer à un moment donné certains aspects. Ce n'est pas de manière indéfinie qu'on va construire les infrastructures. On va construire un minimum, un paquet d'infrastructures qui va servir de point de décollage. Une fois que les infrastructures sont là, c'est fini. Et vous allez même voir que dans le projet, les zones ou régions touchent toutes les provinces à RDC. Et c'est justement dans le but de faire quoi? D'établir un modèle de développement équilibré entre provinces. Parce qu'il y a des décalages importants. Quand vous prenez les indicateurs de développement humain par province, vous remarquez qu'il y a des écarts importants. Quand vous prenez la contribution des provinces au PIB de la RDC, il y a des écarts importants. Mais avec ça, on essaie de ramener les provinces à un même niveau plus ou moins. Mais il y a d'autres mécanismes qui existent dans la constitution de la RDC, notamment les caisses de péréquation. Caisses de péréquation qui ne fonctionnent pas jusque-là. Mais qu'on peut changer et faire fonctionner. Avec une répartition selon la capacité de mobilisation de chaque province dans le trésor. On peut réformer, mais justement, quand vous posez le problème, c'est pour dire que le problème peut trouver une solution. Parce que vous avez des éléments de réponse à cela, mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui regardent en face cette réalité, qui prennent le courage d'affronter. Cet homme-là aujourd'hui, c'est Alexandre Chou, on le dit, dans la configuration actuelle de la République démocratique du Congo, s'il faut essayer un peu d'expliciter, quelle serait la méthode ou l'approche choisie par vous pour pouvoir pallier le problème de financement de ces différentes zones? Non, en fait, oui, aujourd'hui, par exemple, il y a un débat autour du budget de l'État. Et en tant qu'économiste, j'ai travaillé dans ce pays, je connais les réalités de mon pays. Il y a effectivement plusieurs niches qui ne sont pas encore exploitées, mais qu'on peut exploiter parce que le pays est potentiellement riche. Mais exploiter ces niches, ça suppose des réformes, des mesures à prendre dans la durée et les implémenter avec beaucoup de rigueur et de discipline. Autrefois, le DG de la DGDA s'est plaint par rapport au régime des exonérations accordées. Mais imaginez si aujourd'hui, on se lance dans l'audit des exonérations accordées. Mais est-ce que ces secteurs, c'est-à-dire le monde des affaires, dans ces climats d'affaires, on est suffisamment crédible pour pouvoir maintenir, imposer les choses maintenant parce que c'était dans l'idée d'attirer. Cher ami, la loi est claire. On accorde l'exonération à tel projet ou telle activité selon que tel critère est satisfait. Lorsqu'on l'accorde à des personnes qui ne méritent pas, mais on leur retire simplement, pur et simplement. Et dorénavant, ils payent par rapport aux activités parce que c'est un prélèvement sur ceux qui font comme activité. Mettre fin à ces régimes d'attraction. Non, ce n'est pas l'attraction, ça c'est la supercherie. Non mais je suis homme d'affaires et on me donne des exonérations au nom d'une ONG alors que je ne le suis pas. Mais c'est de la fraude. Mais on retire seulement ce régime-là et dorénavant, je paye. Mais l'argent va entrer dans le compte général du Trésor. Après, on va voir si les recettes ne vont pas augmenter. C'est la discipline, le sérieux. Si on met du sérieux dans la collecte des recettes, en activant tout ce que la loi prévoit comme acte générateur, mais les recettes vont augmenter. C'est vrai que pour moi, j'estime que passer de 5 milliards à 10 milliards, c'est assez fort.
si pas trop fort, allons progressivement. J'aurais encore préféré qu'on garde 7 milliards et qu'on conjugue des efforts pendant l'année qui arrive ici pour essayer d'aller vers les 7 milliards, mais c'est très difficile parce qu'il faut que certaines réformes fondamentales soient prises et que les acteurs qui interviennent, même dans la collecte, changent fondamentalement de comportement et que l'on puisse aussi leur imprimer un suivi rapproché pour les contraindre d'avoir un comportement responsable en la matière. Ça, ce serait un début de solution. Ça va? Et si nous recevons plus de moyens et qu'on investit ces moyens dans des projets intelligents qui dégageraient un surplus, et donc ça va accélérer la croissance, l'année qui vient, avec un taux de croissance plus important, avec un PIB supérieur, eh bien, on va aussi mobiliser plus. Et donc, progressivement, on va rentrer vers le niveau moyen de pression fiscale de la région, qui est à 17, alors que nous, RDC, actuellement, on est à 9%. Vous voyez un peu. Notre capacité à mobiliser est faible, mais si on mobilise mieux, on investit mieux, eh bien, on va créer une dynamique de progrès qui va relancer l'économie. Et donc, par effet boule de neige, l'espace budgétaire va s'élargir, les moyens seront là, et avec des choix responsables, rationnels, on va donc relancer l'économie et créer une dynamique de progrès. Alors, pendant le quelques minutes qui nous restent, j'aimerais rappeler à l'assistance, si jamais il y a quelqu'un qui a eu une suggestion, alors il y a une main qui se lève. Avant qu'on continue, alors Trésor Réseau va nous aider à donner les micros et se présenter puis poser la question. Bonjour, monsieur Alexandre Choué. Bonjour. Mon nom est Ngele Kamoukendi Patrick. Alors j'avais quand même une question, parce que je vous ai bien suivi. Je suis premièrement flatté par l'idée du renouveau en République démocratique du Congo. Deuxièmement, je pense que la jeunesse est l'espoir de demain. Mais en tant qu'économiste, je me demande comment attendez-vous mettre en place un nouveau modèle économique en RDC? Et puis, donnez-nous des exemples concrets de nouveautés dans le fonctionnement de notre économie en indiquant l'impact social de ces nouveautés. Et pour finir, j'aimerais encore une fois vous remercier pour cette idée de la nouvelle République démocratique du Congo. Et j'en fais aussi mon créneau. Merci. Merci. Allez, on a eu la raison. La question, plutôt, je préfère que vous commenciez d'abord par répondre à la question. On va comme une question. Okay, merci beaucoup. Je connais aussi M. Ngeleka, il a été mon étudiant aussi. Je lui ai donné cours à l'université. Ça fait 20 ans que j'enseigne à l'université. Donc c'est énorme. C'est énorme. Énorme, oui. Mais... Énorme, surtout. Et justement, c'est un élément qui m'a permis de voir qu'il y a un potentiel de développement qui jusque-là n'est pas suffisamment exploité. Il y a des hommes intelligents dans ce pays, mais il faut voir comment utiliser tout ce qu'on a comme potentiel de développement. Alors, la question qu'il pose est fondamentale parce qu'effectivement, notre économie ou notre système de production est essentiellement bâti sur le secteur minier. Et près de 55 à 60% de la croissance de la RDC se font sur le secteur minier. On peut dire que quand il y a un choc de l'économie mondiale qui fait que les cours des matières baissent ou que la demande mondiale se resserre sur l'ensemble de l'économie, les recettes d'exploitation diminuent, les recettes d'État diminuent, l'espace fiscal se rétrécit et il y a un malaise profond au niveau du pays et tout ça dérange le pays. Alors il faudrait donc avoir un modèle d'économie diversifié, un modèle dans lequel la production est diversifiée. La production se fonde sur pour certains secteurs qui autrefois n'étaient pas encore des leviers, mais qui deviendraient des vecteurs de création de richesses, de progrès et de ressources pour le pays. Donc avec ça, on peut donc bâtir un modèle meilleur. Et le modèle que je propose dans le document, c'est un modèle qui fait de l'économie bleue. L'eau comme principale ressource, l'économie verte comme étant un deuxième vecteur par lequel on peut bâtir un nouveau modèle économique, un modèle fort avec lequel on peut aller de l'avant et bâtir une nouvelle force économique dans le monde. Voilà, je crois que pour des raisons techniques, il y a eu une deuxième question. On va prendre et puis on va avancer. Bonjour, M. Alex. Bonjour. Moi, c'est Marco Joseph. J'ai des petites préoccupations. La première, j'aimerais savoir quel est le schéma de développement préconisé pour la RDC. Et les modèles mis en place actuellement peut-ils conduire au développement de la RDC? Et aussi, je voulais savoir s'il y a vraiment une relation entre la fiscalité et le développement d'un territoire donné. Pour le cas de la RDC, quel est l'état de cette relation entre le système fiscal congolais que pourrait-il aussi influencer son développement d'une manière continente? Pour finir, à votre avis, quelles sont les perspectives et enjeux de la diversification de l'économie congolaise en vue de son développement?
pas la question. Je crois que c'était une question un peu plus simple. Le développement, c'est un processus. Et pour y parvenir, il faut passer par des étapes. Et donc, au regard de l'état actuel des choses en RDC, les premiers efforts à fournir par la RDC seraient de quitter le stade de pays pauvre, le stade actuel, pour aller au stade de pays à revenus intermédiaires. Après le stade de pays à revenus intermédiaires, on passerait au stade de pays émergents, pays développés par la suite. Et cette évolution demande justement des changements et une approche stratégique bien pensée. C'est comme ça que moi je suis de ceux qui pensent que l'approche consisterait d'abord à développer notre premier modèle de développement autour des parcs agro-industriels pour répondre aux impératifs de la faim. Deuxième stade, aller vers les parcs industriels pour créer une industrie de transformation qui va modifier fondamentalement notre capacité à créer de la valeur ajoutée et à créer des richesses. Et enfin, aller vers les parcs scientifiques et technologiques parce que le développement, c'est une question de la maîtrise de la technologie. Donc voilà le cheminement. Mais pour y parvenir, justement, il faudrait progressivement modifier notre structure de production. Faire de l'agriculture un levier important dans un premier temps parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est un problème qu'il faut régler rapidement, ce moment de la faim, qui n'est même pas justifié parce que c'est un facteur qui ne veut pas trouver des raisons d'être compte tenu de ce qu'on a comme potentialité de production dans le pays. Transformer la production agricole, l'utiliser pour renforcer notre position stratégique en Afrique et dans le monde, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on arrive à créer une industrie forte ici, on arrive aussi à se lancer dans la concurrence internationale. Et donc, on crée plus de richesses et on devient des acteurs encore plus importants sur la scène internationale. Et quand on devient détenteur du savoir, le cycle est assuré. Mais pour y parvenir, l'État a un rôle fondamental à jouer. Mais l'État ne peut pas intervenir sans moyens. D'où l'importance de la fiscalité parce que c'est la source principale des revenus de l'État. Mais il faudrait voir quel type de fiscalité par rapport à la situation actuelle du pays, aux besoins du pays et par rapport à ce que nous avons comme perspective de développement. Mais il est important donc que l'on voie quel type de fiscalité pour quelle finalité. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on puisse accroître le nombre de prélèvements à effectuer du point de vue fiscal, mais plutôt il faudrait voir comment améliorer le rendement. Et une fois que l'État a les moyens, il faut aussi améliorer la gestion, d'où la rationalisation des choix budgétaires, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. Autant d'éléments, en fait, mais c'est faisable, parce que certains pays, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine, a eu à le faire, donc nous pouvons le faire, mais tout dépend de ce que nous faisons avec ce qu'on a comme moyen. Donc notre approche de travail, c'est un élément très important pour pouvoir changer le cours des choses dans le pays, mais ce n'est pas impossible. Oui, mais n'est-ce pas que cette définition-là, si c'est l'élément sur lequel se repose l'État aujourd'hui, qui est devenu le seul levier où à chaque fois qu'il a besoin d'accroître ses besoins en termes budgétaires, il va jouer sur le levier de la fiscalité ou imposer des taxes aux gens. C'est ça également la faiblesse, puisque certains pensent aussi que c'est la seule source de revenus de l'État, alors que l'État peut avoir des capitales productifs. Oui, il n'y a pas que la fiscalité comme source, mais c'est la principale source. Et le problème n'est pas d'augmenter, mais c'est d'abord d'améliorer la collecte tout simplement. Mais pour le cas du Congo, il faut dire que c'est la seule. Non, non, pas la seule. Mais déjà dans certains budgets de la République ici, nous avons eu des appuis extérieurs. Oui, mais maintenant qu'on décide de ne pas nager dans cette dynamique-là, on parle de 17% seulement d'implication de l'aide extérieure dans ces budgets. Bon, ce sont des choix politiques. C'est utopique? Utopique, non, mais ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques. Mais qui s'expliquent? Ça dépend de la vision de celui qui prend les décisions. En ce qui me concerne, j'ai ma vision, j'ai ma façon de voir et j'ai ma façon de me projeter. Et donc, fort de ce que j'ai comme regard et projection, je dis qu'on peut mieux faire avec ce qu'on a actuellement. Tout dépend de l'efficacité avec laquelle les services commis à la collecte arrivent à travailler. D'accord. Alors, on aurait pris une troisième question, mais je préfère qu'on avance directement pour des raisons de temps. La dernière question, c'est que dans la plupart des choses évoquées maintenant, même dans le projet, on parle d'un élément que moi je peux résumer en une seule phrase, c'est, comment on appelle ça, une identité collective. C'est-à-dire qu'il faudra que le Congolais arrive à établir un idéal commun. Mais dans ce projet ici, je me suis rendu compte qu'également autour de vous, vous mobilisez déjà les ressources humaines autour de vous, en mettant en place une plateforme
qui régorgent l'intelligence, qui déjà discutent pour l'enrichissement de la vision. Alors, on aimerait que vous nous parliez de cette plateforme, parce que on risque de mal croire déjà à dire que, bon, allez, Alexandre Chou a déjà des perspectives politiques, il veut créer un parti politique et puis il va y aller. Mais si ça l'est arrivé, ce n'est pas un péché. J'aime beaucoup la politique. Vous êtes politique, ça il faut le dire. J'aime la politique, je suis politique et je suis obligé de travailler pour aider ce pays. Et je travaillerai. C'est un engagement ferme que j'ai pris. Et c'est un engagement que j'ai pris devant Dieu, devant les hommes et devant certaines personnes qui me sont très chères et dont certaines ont eu à quitter cette terre des hommes. Et donc, je le ferai avec plaisir. Je servirai mon pays. Oui, mais quel est le sens, le caractère que vous donnez à ces mouvements actuels? Oui, donc là, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un potentiel. Et le principal potentiel que nous avons, c'est l'homme congolais. Et il y a des jeunes valables. Et je l'ai dit à la télévision, et pour moi, j'estime que la jeunesse, c'est vraiment un créneau sur lequel il faudrait s'accrocher pour aider ce pays à décoller. Et c'est comme ça que nous avons initié, avec nos amis, la création du mouvement des jeunes congolais pour le développement, MJCD. Et nous avons aujourd'hui plusieurs plateformes d'échange. Et autour de ces plateformes, nous nous retrouvons autour de plusieurs questions de développement. Des questions relatives à la gouvernance politique, administrative, à la qualité des institutions, au fonctionnement de l'économie, et des questions d'actualité sont discutées. Pas plus tard que hier encore, on discutait sur le format du gouvernement. Certains parlaient de compromis entre acteurs politiques et d'autres ont dit compromis sans intérêt pour la gouvernance et le bien de la population, c'est un compromis qui n'a pas de contenu. D'autres ont dit oui, mais la politique commande. Et d'autres ont dit mais commander sans intérêt du peuple, ça pose problème. D'autres ont même posé la question, et moi-même j'ai posé cette question-là. Est-ce que c'était important pour nous d'avoir un gouvernement avec 65 membres? Est-ce que c'était important pour nous d'avoir un gouvernement avec 4 vice-premiers ministres, avec autant de ministres d'État, avec des ministres délégués, alors que nous savons que l'espace budgétaire de la RDC est en résistement. Un gouvernement de 65 personnes, c'est beaucoup de dépenses de fonctionnement. Avec cet émettement, il y a aussi des problèmes de conflit de compétences entre ministres. Bref, c'est une question qui a été discutée hier. Il y a quelques temps passés, nous avons discuté de la gratuité. Gratuité, oui. Pour quelle qualité d'enseignement? Ça, c'est notre ami Gaston qui a évoqué la question, même Marcel. Donc, il y a vraiment des hommes intelligents. Et je suis très flatté, je l'ai dit une fois, que quand on se retrouve sur la plateforme et qu'on entend les amis intervenir, on voit qu'il y a de l'intelligence dans ce pays. Il faut canaliser ces énergies positives pour aller de l'avant. D'où l'essai d'avoir des décisions fortes avec des animateurs compétents et qui ont ce souci d'aller de l'avant. C'est là que je dis qu'il faut regarder les compétences, les valeurs morales, la discipline qui caractérise les gens pour pouvoir mettre sur place un système de gestion fort qui aidera le pays à aller de l'avant. Quand le président de la République dit qu'il fait de la lutte contre la corruption son créneau, mais il a compris où est le malaise. C'est le comportement de l'homme qui pose problème. Il faut que l'homme change. On n'a pas besoin des hommes corrompus. On a besoin des hommes qui aiment ce pays, qui vont travailler avec des idées nouvelles pour changer ce pays et qui, là où ça ne va pas, le diront. Parce qu'il y a, en fait, le terme, on dit souvent, il y a trop de djalelo. C'est qu'on est trop flatteur. Là où ça ne va pas, je suis collaborateur d'un ministre, excellence monsieur le ministre, l'idée que vous avancez n'est pas mauvaise, mais regardez telle contrainte pour la rendre plus souple et applicable. Voici les exigences. Poliment, faites remarquer, monsieur le président de la République, je suis votre collaborateur. Ici, je pense que ça. Monsieur le président du Sénat, madame la présidente de l'Assemblée nationale, voici. Et vous apportez des éléments de réflexion. Ce sont des personnes intelligentes, mais quand vous leur donnez des bonnes idées, elles vont vous suivre avec intérêt. Ah oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes là flatteur, on vous dit quelque chose. Oui, même quand ça ne marche pas. Mais ça, quand il y aura un problème au bout du compte, quel est votre rôle en tant que collaborateur? Nous devons aider. C'est ça. Donc, il faut aider les décideurs à prendre des bonnes décisions, pas des conseils utiles. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'était particulièrement la question de la fin. On pourra y revenir peut-être prochainement. Ceux qui aimeraient suivre cette émission, on y reviendra le lundi prochain à la radio pour en parler plus précisément, en tout cas, dans des contextes assez difficiles, mais on a tenu quand même à pouvoir servir sur cette question. On se retrouvera très prochainement. Merci au professeur Alexandre Choué. Merci également à l'assistance et merci à Arsène Kololo et à Trésor Vezo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci et au revoir.